Une personne sur 5. Ce serait la portion de personnes qui ont été, sont ou seront atteintes d'une dépression au cours de leur vie. Mais cette maladie, ou ce handicap invisible, ne s'est pas dévoilé uniquement à l'œil de nos contemporains. Déjà en Grèce antique, le médecin Hippocrate parle d'un syndrome de mélancolie comme une maladie avec des symptômes physiques et psychiques caractéristiques. Mais la situation actuelle peut sembler inquiétante, dans la mesure où, en dehors du contexte présent, le nombre de cas augmente en France depuis les années 2000. Comment expliquer ces augmentations ? Qu'en est-il des traitements contre cette maladie et puis comment la prévenir ? Comment la dépister ? Quels sont les critères qui la caractérisent ? Quelles sont les causes de cette maladie ? Sont-ils d'ordre biologique ? Durant le XXe siècle aurait été soulevée l'idée que cette maladie trouverait une de ses origines dans un déséquilibre des neurotransmetteurs cérébraux. Notamment, elle serait liée à une diminution dans l'activité de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué, entre autres, dans la gestion des humeurs. Une autre hypothèse, peut-être plus répandue, est d'ordre psychologique. La personnalité et le développement de l'individu joueraient un rôle dans la susceptibilité de ce dernier à faire face à une dépression au cours de sa vie. Ainsi, peut-être que certaines personnes seraient plus susceptibles d'en être victimes que d'autres. Churchill, par exemple, a fait face à plusieurs reprises à des phases de dépression qu'il imageait en parlant de son chien noir. En tout cas, l'enjeu lié à l'accompagnement de cette maladie semble de taille, dans la mesure où, selon l'OMS, il s'agirait de la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde. Face à ces interrogations et ces hypothèses, nous avons tenté d'en savoir plus en interrogeant la psychologue Cécile Fraisse. Bonjour. Bonjour, je suis Cécile Fraisse, je suis psychologue. J'exerce en libéral à Saint-Étienne depuis 2011 et je reçois des adultes en consultation à mon cabinet. La dépression, c'est une pathologie psychique qui va altérer le fonctionnement général de l'individu, aussi bien son fonctionnement physique, parce qu'il va être ralenti physiquement pour faire les choses, également son fonctionnement intellectuel. La personne va avoir du mal à se concentrer, à réfléchir. Ça altère significativement l'humeur, où la personne sera triste, accablée, elle peut se dévaloriser, elle peut culpabiliser d'être dans cet état aussi. Et on entend souvent des gens dire qu'ils sont un peu déprimés aujourd'hui, qu'ils ont un coup de mou, etc. J'imagine que c'est forcément exagéré. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de gens déprimés, mais derrière le mot déprimé, il faut voir ce qu'on y met. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la déprime, c'est-à-dire un petit coup de mou passager, on n'a pas le moral pendant quelques jours, ou parce qu'on apprend une mauvaise nouvelle, voilà, parce que ça va pas, parce qu'il ne fait pas beau dehors. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la déprime. Et c'est à distinguer de la dépression, qui est, elle, une pathologie reconnue. Et pour pouvoir poser un diagnostic de dépression, il faut avoir un certain nombre de symptômes pendant une certaine durée. Alors ces symptômes, on va trouver une humeur triste, maussade, voire mélancolique pendant plusieurs jours, pendant une grande partie de la journée. On va trouver également un ralentissement psychomoteur important, donc la personne a du mal à réfléchir, a du mal à faire les choses, à initier une action, tout lui semble difficile. Il y a aussi souvent des troubles du sommeil, soit elle dort beaucoup, soit à l'inverse elle dort peu. Il y a des troubles de l'alimentation, comme pour le sommeil, soit en plus, soit en moins. On va trouver aussi de la culpabilité, on va aussi trouver un sentiment de dévalorisation, des difficultés de concentration. Voilà, en gros les principaux symptômes. Vous, en tant que psychologue, vous donnez des diagnostics de dépression ? Bien souvent, dans ma tête, je peux le poser, le diagnostic de dépression, mais je ne vais pas forcément le dire à la personne. Pour ne pas cataloguer, pas étiqueter, ça y est, je suis dépressive ou dépressif. Parce que ça peut aussi engendrer tout un tas de comportements, de croyances qui vont dans ce sens. Du coup, les personnes qui sont atteintes de dépression, comment est-ce qu'on peut les accompagner au quotidien ? On va déjà différencier deux types d'accompagnement, l'accompagnement dans le soin et l'accompagnement dans la vie au quotidien. L'accompagnement dans le soin, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir et l'idéal, c'est que toutes ces personnes fonctionnent les unes avec les autres. Alors il peut y avoir bien sûr le psychologue qui peut conduire une psychothérapie avec la personne, mais il peut y avoir aussi bien évidemment le médecin généraliste qui lui va être habilité à prescrire des médicaments et ou un arrêt de travail. Il peut y avoir le psychiatre, comme le psychiatre étant un médecin spécialiste, lui aussi il peut prescrire
est arrêté. Et puis il peut y avoir, j'ai envie de dire, toutes sortes d'aides, des hypnothérapeutes, des psychopraticiens, toute personne qui peut être dans le domaine du soin, les sophrologues aussi, pour apprendre à se détendre et à récupérer un meilleur état mental, quelque chose qui soit plus confortable pour elle. Ça, c'est sur la partie soins. Et puis il y a la partie accompagnement au quotidien par les personnes de l'entourage. Là, moi, je vais m'insurger contre certains lieux communs. Ben, c'est bon, s'il se bougeait, il irait mieux. Tu devrais sortir, tu devrais voir du monde, tu devrais faire du sport, ça te ferait du bien. La personne qui fait une dépression, elle le sait tout ça. Sauf qu'elle n'en est juste pas capable de faire tout ça. Et quand elle entend des choses comme ça va augmenter le sentiment de culpabilité, d'être bon à rien, d'être une charge pour la famille. Donc ce qui est important de faire, c'est de l'accompagner en évitant toute forme de culpabilité, en essayant de rendre son quotidien plus supportable qu'il ne l'est actuellement, et en la laissant évoluer à son rythme. Donc le mieux, c'est d'accepter que la personne soit dans cet état, même si c'est compliqué pour l'entourage. C'est d'accepter que la personne, que l'autre ne soit pas exactement comme on voudrait qu'il soit. Ça peut être aussi d'encourager ses efforts, ses progrès, d'être valorisant. Surtout de lui faire confiance dans ses capacités à s'en sortir. On sait que si on fait confiance à une personne, cette personne-là, elle va ressentir la confiance et du coup, elle va prendre confiance en elle et on va créer un cercle vertueux. Voilà, on peut éventuellement suggérer des activités, mais sans insister. Après, des fois, pour l'entourage, ça peut être très lourd de vivre avec quelqu'un qui fait une dépression. Et à ce moment-là, l'entourage peut se faire aider aussi, peut aller vider son sac chez un psy pour pouvoir être plus efficient et plus aidant pour la personne. Il y a aussi une question qui se pose, c'est quand la personne qui faisait une dépression va mieux et qu'elle est guérie. Quand une personne fait une dépression, elle est un peu en retrait. Je pense à un parent notamment, les charges qu'il ou elle faisait souvent sont réparties sur d'autres personnes de la famille. Et quand la personne n'est plus dans cet état dépressif, elle a envie de reprendre sa place. Et du coup, ça vient rebouleverser à l'inverse tout le système familial. Donc il faut accepter ce deuxième chambardement pour lui redonner la place que la personne avait auparavant et accepter de lâcher soit les responsabilités qu'on a prises. C'est pas que l'autre nous les enlève, c'est juste qu'il reprend sa place. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose que l'on entend assez souvent. Une personne qui a fait une dépression, après elle dit « j'ai perdu ma place, on ne me fait plus confiance ». Et ça peut générer une rechute. Donc accepter que l'autre puisse être guéri de sa dépression parce qu'on peut en guérir et plus jamais en refaire. Et du coup, on fait quoi si on a une personne dans notre entourage qu'on voit qu'elle pas forcément très bien? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Comment est-ce qu'on peut agir? Peut-être lui dire avec beaucoup de bienveillance qu'on la trouve pas bien, qu'on la trouve changée et l'inviter à consulter soit son médecin, soit un psy. Après, il y a toute forme de représentation autour des psys. Les psys, c'est pour les fous et moi, je suis pas fou. Et effectivement, quand on fait une dépression, on n'est pas fou. Voilà, on a juste une maladie, là, en ce moment, pendant un certain temps, qui s'appelle une dépression. Ça n'a rien à voir avec de la folie. Donc peut-être inciter la personne à consulter son médecin traitant, avec qui, en général, il y a plus de liens. Ça peut être une première approche. Hugo Mouze, Julien Gras, Pierre-Emmanuel Rebourg, Cécile Fraisse, dans le cadre du projet Handitech pour l'école des mines de Saint-Étienne. Musique d'intro, Miroir, deuxième mouvement, Oiseau triste de Ravel, interprété par Robert Ewan Burkle.